Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Moi, nous bonsoir, banani batileji, mbote nabino panso, bande qu'on abiso babolingo. Tu serais trouvé l'issous, awana etando eke, jambueno, wazalendo ote, watoto a Goma, watoto a Bukavu, Kivu Nord, Kivu Sud, un peu partout on parle Swahili. Eh bien, c'est juste un flash informatif concernant ce qui s'est passé à Goma. Oui, prenons courage, soyons courageux. Ils sont à Goma, mais ils n'occupent pas toute la ville de Goma. Et ce qui s'est passé ce matin, c'est-à-dire le meeting dont je vais vous montrer un extrait vidéo, le meeting n'a pas eu lieu facilement. Selon les informations que nous avons sur place, j'ai un compatriote qui correspond avec moi, qui habite Goma, je ne sais pas son nom, pour le protéger. Eh bien, ils sont allés de porte à porte. Ils ont fait le porte-à-porte pour obliger les citoyens, les vaillants citoyens de Goma pour aller au meeting. Eh bien, ils sont partis. Il paraît que ils ont laissé les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants à la maison. Mais les femmes valides et les hommes valides, ils les ont obligés à aller au stade. Vous voyez qu'ils font ces choses sous la peur. Ils ne sont pas sûrs d'eux. Et les quelques 400 000 ou 500 000 personnes que vous avez vues au stade étaient forcées à y arriver. Ils n'y sont pas allés de leur propre volonté. Et oui, ça veut dire qu'on ne cohabitera pas comme ça facilement. Et quelque temps après, il y a un drone de surveillance qui a survolé les lieux. Et tout le monde a couru dans tous les sens, y compris les rebelles eux-mêmes, les Rwandais eux-mêmes, les Ngoma et tout le monde, et les Nanga et consorts. Ça veut dire que la situation est toujours volatile. Ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs de mater la ville de Goma, où ils ont essayé de nommer des bourgmestres, un gouverneur, et tout ça c'est du leur. D'ailleurs, le ministre de la Justice a déjà lancé un mandat d'arrêt international. Donc, nous demandons à tout celui qui peut mettre la main sur Corneille Nangaa et ses affidés, donc de l'arrêter. Hein. Et j'ai entendu un analyste dire que il faut cibler aussi les têtes, les dirigeants de cette rébellion. Il faut chercher à éliminer, y compris Nangaa, éliminer Bertrand Bissimois, éliminer les têtes de cette rébellion-là, y compris même Paul Kagame. Hein. Nous souhaiterions qu'il y ait un sniper qui l'ait dans le viseur, qui l'élimine. Et tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Voilà, chers compatriotes, pendant ce temps, je peux vous informer que le président de la République a renommé de nouveau l'ancien directeur de cabinet adjoint, Eberand, qui était ministre du numérique. Il a rappelé à la présidence
comme conseiller principal chargé de la sécurité. Et voilà. Pourquoi il a fait ça, lui-même le sait. Et puis, je peux dire que son ministère, en tant que ministre du numérique, n'a pas fait grand-chose, hein. Peut-être 30% ou 40%. Nous n'avons pas eu nos cartes d'identité. Jusque-là, on peut appeler ça une sorte d'échec, hein. Et voilà, Toumba Bouamunda est dans de mauvais draps. On ne sait pas ce que le président de la République va décider là-dessus. Et pendant ce temps, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaykwamba-Wagner, elle fait des exploits là, au sein de l'Union européenne, hein, aidée par le docteur Mukwege qui est intervenu. Hein. Je voyais des larmes dans ses yeux aussi. Eh bien, je vous laisse regarder un peu la scène de ce qui s'est passé à Goma. C'est un échec, on peut appeler ça un échec. Et nous appelons les Wazalendo à être encore plus forts. Nous attendons toujours la riposte promise par le président de la République. Faisons-lui confiance. On n'a pas le choix de faire autrement. On attend. Regardez. Rassemblement forcé à Goma, la manipulation du M23 exposé, panique générale après un survol de drone. Dans un tournant choquant des événements, les habitants de Goma, en République démocratique du Congo, RDC, se sont retrouvés contraints par les rebelles du M23, soutenus par les RDF, à assister à une réunion politique mise en scène. Cependant, la panique a éclaté lorsqu'un drone non identifié a survolé la foule, envoyant des milliers de personnes fuir dans la peur. Contrairement aux affirmations selon lesquelles la réunion était une assemblée pacifique, des témoignages indiquent qu'elle reposait sur la coercition, la peur et une tentative de manipuler la perception du contrôle de la région. Ce rapport plonge dans les détails troublants de cet événement et ses implications pour le conflit en cours dans la région. Jour ordinaire à Goma, l'air était chargé de tensions, alors que les rebelles du M23, soutenus par les forces de défense rwandaises, RDF, mettaient en œuvre une campagne organisée pour rassembler les civils à une prétendue réunion publique. Des témoins et des sources confirment que des agents du M23 ont fouillé les quartiers sous leur contrôle, s'assurant que presque tous les hommes et femmes valides se rendaient au stade, qu'ils le veuillent ou non. Seules les personnes âgées, les femmes enceintes et les jeunes enfants étaient autorisés à rester chez eux, forçant ainsi environ un demi-million de personnes à assister à cet événement orchestré. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre, a déclaré un habitant ayant réussi à s'échapper. Si vous refusiez, il y avait de graves conséquences. Tout le monde avait peur. L'usage de la force et de l'intimidation indique que cet événement n'a jamais été destiné à être un rassemblement spontané, mais plutôt une démonstration de force du M23, visant probablement à illustrer leur contrôle sur certaines zones du Nord Kivu. Les rebelles savaient que l'absence serait sévèrement punie, instaurant ainsi un climat de soumission silencieuse parmi les habitants de Goma. Le caractère mis en scène de l'événement est devenu encore plus évident lorsque les participants ont été contraints d'applaudir les chefs rebelles à leur arrivée. À première vue, un observateur extérieur
auraient pu croire à un véritable soutien populaire, mais il s'agissait en réalité d'une réaction forcée. Beaucoup savaient que ne pas se conformer pouvait mettre leur vie en danger. Un leader communautaire local, sous couvert d'anonymat, a confirmé ses soupçons. Tout était faux. Les gens applaudissaient par peur. Personne ne voulait être perçu comme un ennemi. Malgré les efforts méticuleux du M23 pour fabriquer une image d'unité et de stabilité, leur mascarade s'est effondrée en un instant. Alors que la réunion progressait, un drone non identifié est apparu dans le ciel au-dessus du stade, déclenchant une panique générale. La peur s'est propagée comme une traînée de poudre, poussant des milliers de personnes à fuir dans toutes les directions. La supposée réunion organisée s'est rapidement transformée en un chaos total. Des vidéos ont ensuite circulé, montrant des participants désespérés escalader les barrières et se bousculer pour s'échapper de ce qu'ils pensaient être une attaque imminente. Les forces du M23, censées être bien préparées pour cet événement, sont restées paralysées. Le groupe qui se vantait de contrôler la ville s'est révélé fragile et incapable de gérer une simple perturbation. Leur incapacité à maintenir l'ordre face à un simple drone de surveillance a mis en lumière leur insécurité profonde. Dès que le drone est apparu, les gens ont crié et couru. Personne n'a attendu de voir s'il était inoffensif, raconte un jeune homme ayant filmé l'incident. C'était la panique totale. La panique spontanée dans la foule a illustré bien plus qu'une simple peur. Elle symbolisait une forme de résistance. Les habitants de Goma, bien que soumis à la force, nourrissent toujours une défiance contre leurs oppresseurs. Le fait qu'ils aient fui dès la première occasion montre que leur présence n'a jamais été volontaire et que le contrôle du M23 sur la ville est bien plus fragile qu'ils ne le prétendent. Le mouvement de résistance, Wasalendo, avait prévenu les citoyens du danger que représentait une telle réunion, affirmant qu'elle était risquée. Leur avertissement s'est avéré prophétique lorsque l'événement s'est transformé en une tentative de fuite massive et improvisée. Suite à ce fiasco, le gouvernement congolais a annoncé avoir émis des mandats d'arrêt internationaux contre Corneille Nangaa et d'autres figures clés du M23. Le système judiciaire militaire du pays a appelé ses partenaires internationaux à aider à capturer ces individus, affirmant que leurs crimes contre le peuple congolais ne pouvaient rester impunis. Le monde doit reconnaître ce qui se passe à Goma, a déclaré un porte-parole du gouvernement. Le déplacement forcé des civils, la coercition publique et la violence continue, tout cela doit cesser. Les responsables doivent être traduits en justice. Bien que les chefs du M23 continuent d'opérer avec le soutien du Rwanda, leur exposition, à travers de tels incidents, affaiblit leur position. Le gouvernement insiste sur le fait que la communauté internationale doit intensifier ses efforts pour empêcher le Rwanda d'héberger et d'armer les rebelles. Alors que la crise s'aggrave, les appels à une approche plus offensive pour neutraliser les chefs rebelles se multiplient. Certains soulignent les succès des guerres technologiquement avancées, suggérant l'usage de frappes de précision par drone pour démanteler les structures de commandement rebelles plutôt que d'envoyer des troupes dans des batailles prolongées. Nous dépensons des millions pour envoyer des soldats au front alors que nous pourrions simplement cibler les cerveaux derrière ces atrocités, a déclaré un analyste en sécurité. Éliminer les dirigeants et la rébellion s'effondrera. La guerre en RDC a déjà coûté d'innombrables vies et déplacé des millions de personnes. Si les acteurs régionaux et internationaux ne s'attaquent pas aux causes profondes, y compris les influences extérieures, ces événements continueront, aggravant la crise humanitaire au Nord Kivu. Les rebelles du M23 ont peut-être orchestré ce rassemblement au stade pour manipuler la perception, mais la réalité était bien différente. La présence forcée, les applaudissements contraints
et la panique qui a suivi ne font que confirmer l'absence de soutien réel à leur cause. Le peuple de Goma reste déterminé à retrouver sa liberté. Alors que la pression internationale s'intensifie, une chose est sûre, les Congolais ne seront pas réduits au silence et leur lutte pour la paix continue. Merci de me donner la parole. De l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, permettez-moi au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo d'exprimer ma gratitude pour l'organisation de cette session extraordinaire. Que vous m'accueillez ici aujourd'hui témoigne de l'attention que vous portez à la situation en République démocratique du Congo. Que je me tienne devant vous dans l'heure la plus sombre de mon pays est une marque de la foi que nous avons placée dans les principes et les valeurs que nous partageons, ceux que je viens ici invoquer. Mais que cette intervention se tienne alors, jour après jour, que la ville de Goma demeure sous occupation illégale des forces rwandaises et que Kigali n'a toujours pas été sanctionnée par ses alliés les plus puissants, dont l'Union européenne, prouve que notre souffrance n'a ni ému les cœurs ni éveillé les consciences des décideurs. Alors que mes compatriotes endurent l'humiliation, la brutalité et la violence méthodique des forces de défense rwandaises et du M23, il me revient de parcourir le monde pour rappeler au reste de l'humanité que la nôtre existe. Alors je me demande, parviendrai-je aujourd'hui à vous convaincre que le moment est venu d'agir? Comme vous le savez, depuis la nuit du 26 au 27 janvier 2025, la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, a été victime d'une agression, d'une violence inouïe de la part de la coalition des RDF et du mouvement terroriste M23. Cette attaque, préméditée et coordonnée, constitue une violation flagrante du droit international et une menace directe contre la paix et la sécurité en Afrique centrale. Aujourd'hui, Goma est une ville assiégée, coupée du monde par une attaque méthodique pensée pour infliger le maximum de souffrance. Cette offensive n'a pas seulement visé à prendre le contrôle de la ville, elle a systématiquement détruit les infrastructures vitales, plongeant la ville dans un blackout total. L'eau et l'électricité ont été délibérément ciblées, les routes principales coupées et même l'espace aérien verrouillé. Plus aucun convoi humanitaire, aucune évacuation médicale, aucun personnel d'urgence ne peut entrer ou sortir autrement qu'en passant par le Rwanda, l'occupant de fait de Goma, devenu maître absolu de qui reçoit de l'aide et quand. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Les images qui circulent sur nos téléphones, dans nos communautés, sont insoutenables. Des cadavres abandonnés, en décomposition, jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que les infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Un silence à peine troublé par une déclaration grotesque, celle du M23 annonçant un cessez-le-feu humanitaire. Faut-il en rire ou en pleurer? Comment peut-on invoquer l'humanité avec des mains encore trempées de sang des innocents? Comment prétendre à la paix après avoir méthodiquement semé la terreur? Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une mise en scène cynique destinée à détourner l'attention pendant que l'irréparable se poursuit. À cette tragédie s'ajoute la réalité implacable de la guerre économique qui se joue en parallèle, car nul n'est dupe. Cette agression n'est pas une guerre de territoire uniquement, c'est aussi une guerre pour le pillage, un pillage systématique, industriel, qui alimente l'agression que nous subissons. Selon le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, plus de 150 tonnes de coltan sont extraites illégalement chaque mois du sol congolais, détournées par le Rwanda et écoulées sur les marchés internationaux sous une étiquette frauduleuse de minerais rwandais. Et tout cela
sous le couvert d'un partenariat florissant entre l'Union européenne et le Rwanda, scellé par un mémorandum d'entente sur les chaînes de valeur durables signé en février 2024. Un accord censé promouvoir un commerce éthique et responsable des ressources, mais qui, dans la réalité, offre à Kigali la couverture idéale pour écouler des minerais pillés au Congo sous un vernis de légalité. Alors je pose la question, cette durabilité qui est défendue avec tant de ferveur, de quoi est-elle réellement faite? De principe ou de pragmatisme? D'engagement réel ou de justification commode? L'Europe, qui se veut exemplaire en matière de commerce responsable, peut-elle continuer à revendiquer cette posture tout en restant un acteur passif de cette prédation? Mesdames et messieurs, puisque nous sommes en Europe, et maintenant, permettez-moi donc de changer de langue parce que je sais que le multilingualisme est promu. Et j'aimerais poursuivre en allemand pour rappeler les efforts diplomatiques et politiques constants de la République démocratique pour naviguer cette crise. Frau Präsidentin. Madame la Présidente, depuis le début de cette crise, la République démocratique du Congo a choisi la diplomatie. Nous avons fait confiance au processus de Luanda. C'est un processus reconnu sous le parrainage de M. Lorenzo. Il s'agit de promouvoir la paix. Mais nous reconnaissons, nous constatons que le Rwanda n'a jamais tenu la trêve de 2024. Le Rwanda n'a pas tenu ses engagements. Le 15 décembre, le président Rwanda a boycotté le sommet convoqué et il est même allé plus loin. En effet, en janvier, il a exigé une médiation externe, ce qui est en violation du principe selon lequel on cherche des solutions africaines aux problèmes africains. Malgré tout, nous restons engagés dans le cadre de ce processus parce que nous sommes convaincus que ce n'est que par des négociations entre États souverains que l'on trouvera une paix durable. Mais il est indispensable que les violations commises par le Rwanda soient punies. C'est un problème qui concerne également l'Union européenne, qui ne peut pas rester spectatrice de ce conflit et qui remet en cause les équilibres sur le continent et qui a également un impact sur les intérêts de l'Union européenne. C'est pourquoi nous pensons qu'il est indispensable d'investir dans des mesures qui permettront de rétablir la paix. Il est indispensable de s'en tenir aux solutions et aux protocoles qui ont été adoptés. Et il est également inacceptable de continuer à se procurer des matières premières auprès d'un État qui fomente la crise. Le contribuable européen doit savoir que chaque euro qui est investi auprès du Rwanda peut contribuer à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, qui finance la mission de paix de l'Union européenne, ne peut pas continuer à tolérer que le Rwanda continue à commettre des méfaits. Il est indispensable d'envisager d'adopter des sanctions vis-à-vis des coupables. Cesser également d'acheter du coltan auprès du Rwanda. L'Union européenne ne peut pas non plus continuer à financer cette guerre par l'intermédiaire de l'achat de minerais. Lorsque je m'adresse à vous, Madame la Présidente, je me souviens souvent qu'il est difficile de trouver un consensus entre 27 États membres. Mais je voudrais savoir depuis quand il est difficile de se mettre d'accord sur le respect de l'intégrité territoriale. Pour lesquels de vos États membres il est difficile d'essayer de prévenir le massacre de civils en agissant? Pour qui est-il admissible de détourner le regard lorsque des principes sont violés au nom de l'intérêt économique? J'ai toujours cru que ces principes étaient partagés entre nous, que ces valeurs étaient les vôtres comme elles sont les nôtres.
parce que lorsqu'il s'agit de défendre les idéaux qui vous sont chers, vous parlez d'une voix unie, sans hésitation, sans ambiguïté et en prenant des décisions immédiates. Donc lorsque nous, qui sommes vos partenaires, nous évoquons les mêmes principes, pourquoi hésitez-vous? Pourquoi entendez-nous une cacophonie? Pourquoi, lorsque vous nous demandez quelque chose, exigez-vous la clarté et des engagements, alors que lorsque nous demandons simplement que vous soyez cohérents avec vos valeurs, pourquoi invoquez-vous la complexité de vos consultations internes? La République démocratique du Congo ne demande pas un traitement spécial. Nous demandons simplement que soient appliqués les principes fondamentaux du droit international, les valeurs que vous prétendez défendre. Les Congolais luttent avec courage et dignité pour défendre leur terre, leur peuple et leur avenir. Mais ils ne luttent pas uniquement pour eux. Ils luttent pour la souveraineté de tous et l'universalité du droit et pour la justice. L'histoire jugera la décision de ce Parlement, de tous nos partenaires et de nous-mêmes. Cela ne permet pas le luxe de l'inaction. Merci. Thank you, Vive. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci pour ce message très clair vis-à-vis de l'Europe. Merci pour ce message que vous adressez aux États membres. J'espère qu'ils vous entendront. Je vais donner la parole à notre deuxième invité. J'espère qu'il est en ligne. Je me tourne vers les techniciens. Nous accueillons Monsieur Mukwege. Nous sommes très heureux que vous ayez pu nous rejoindre. Vous êtes